On s'est tous déjà fait la remarque, non? Un dessert à la menthe, ça semble toujours plus mentholé, plus intense quand c'est bien froid. Eh bien, cette petite sensation du quotidien, elle cache en réalité une complexité neurologique assez dingue. Aujourd'hui, on va voir comment notre cerveau peut parfois complètement se mélanger les pinceaux entre le frais et le chaud. Tout part donc d'une expérience hyper familière, une observation tellement banale qu'elle a fini par intriguer des scientifiques qui passent leur vie à étudier comment nos sens perçoivent le monde. Et voilà, c'est cette pensée, celle du docteur Christian Lehmann, qui est vraiment au cœur de notre histoire. Il a pris cette petite remarque de tous les jours et il en a fait une question scientifique fondamentale. La question a l'air toute simple, n'est-ce pas? Sauf que la réponse, elle, est bien plus fascinante qu'on l'imagine. Parce qu'il ne s'agit pas juste de sentir le chaud ou le froid, mais de comprendre comment notre cerveau arrive à tracer une ligne aussi nette, aussi précise entre les deux. Alors, pour trouver la réponse, il faut qu'on fasse connaissance avec l'acteur principal de cette histoire sensorielle, une toute petite protéine, mais qui joue un rôle absolument immense. Le voici, le TRPM8. Il faut l'imaginer un peu comme le portier de la sensation de fraîcheur dans notre corps. C'est ce qu'on appelle un canal ionique, une sorte de porte moléculaire qui, dans nos cellules nerveuses, ne s'ouvre que dans des conditions très spécifiques. Alors, c'est quoi son boulot exactement? Eh bien, il a une double fonction assez remarquable, un peu comme une serrure qui aurait deux clés différentes. Il réagit non seulement au froid, mais aussi à la présence de menthol. C'est pour ça qu'un chewing-gum à la menthe donne cette sensation de froid dans la bouche, même s'il est à température ambiante. Et c'est aussi pour ça que la sensation est décuplée avec une boisson fraîche. Le froid réel et le menthol prennent exactement la même autoroute vers le cerveau. Et voilà un chiffre à retenir, le TRPM8, il commence à s'activer quand la température passe sous les 30 degrés Celsius. C'est le seuil où notre corps commence à se dire « Ok, ça se rafraîchit là ». Sachant tout ça, l'équipe du docteur Lehmann a mis au point une expérience vraiment ingénieuse. L'idée? Voir ce qui se passerait si ce capteur si important était tout simplement absent. Le plan était simple mais redoutable. D'abord, 2 groupes de souris, un groupe témoin normal et un autre groupe génétiquement modifié pour ne plus avoir de récepteur TRPM8. Ensuite, on leur a proposé des liquides à différentes températures et on a simplement regardé ce qu'elles préféraient boire. Et enfin, et c'est là que ça devient crucial, ils ont enregistré l'activité électrique directement dans leur cerveau pour voir ce qui se tramait à l'intérieur. La différence est donc hyper claire. Un groupe peut sentir le frais, normalement, et l'autre, il est en quelque sorte aveugle à cette sensation. La grande question, c'était qu'est-ce qui allait se passer dans leur cerveau? Est-ce qu'il allait s'adapter ou est-ce que ça allait être le chaos sensoriel? Et c'est là que les résultats deviennent vraiment surprenants. L'absence de ce seul petit récepteur n'a pas juste enlevé une sensation, elle en a complètement brouillé une autre. En un mot, voilà ce qui est arrivé à la perception de la température chez les souris sans TRPM8. La ligne de démarcation si nette entre le frais et le chaud, elle s'est complètement effacée. Ça a créé une sorte de zone de confusion sensorielle. Ce tableau montre le comportement assez dingue des souris. Les souris normales, sans surprise, évitaient l'eau chaude à 35 degrés, mais l'eau fraîche à 30 degrés, ça leur était égal, voire elles aimaient bien. Mais regardez le groupe sans TRPM8, elles ont évité l'eau fraîche exactement comme si elle était chaude. Pour leur cerveau, les deux étaient devenus des expériences désagréables à fuir. C'est la question qui tue. Si elles ne peuvent pas détecter le frais correctement, pourquoi est-ce qu'elles l'éviteraient aussi activement? En fait, la réponse ne se trouve pas dans leur bouche, mais bien plus haut, directement dans le cerveau. La recherche a révélé que notre cerveau n'a pas une seule équipe de neurones pour le froid, mais en fait il en a 2, et chacune a un rôle bien spécifique. Et voilà la distinction cruciale. On a d'un côté les neurones frais, qui gèrent les températures juste un peu fraîches, et ils dépendent massivement du TRPM8 pour faire leur travail. De l'autre côté, on a les neurones froids, les costauds, qui eux s'occupent des températures bien plus basses et qui peuvent être activés par d'autres moyens, même sans TRPM8. Et ce graphique, il est juste sans appel. Chez les souris normales, la barre montre que presque la moitié de leurs neurones qui détectent la température sont dédiés au frais. Mais chez les souris sans TRPM8, cette population de neurones s'effondre littéralement pour tomber à seulement 5%. Et donc voilà le fin mot de l'histoire. Sans ces neurones spécialistes du frais, il y a un vide, un trou, dans le spectre sensoriel du cerveau. Et le signal chaud, qui est normalement bien contenu dans sa zone, se met à déborder et à occuper l'espace laissé vacant. Le cerveau, lui, interprète alors une agréable fraîcheur de 30 degrés comme une chaleur désagréable de 35 degrés. Il se mélange complètement les pinceaux. D'accord, c'est de la neurobiologie fascinante. Mais au fond, qu'est-ce que ça change pour nous? Pourquoi est-ce que cette découverte est importante au-delà du laboratoire? Ce que cette recherche nous montre, c'est que nos sens ne font pas que détecter des stimuli. Ils créent activement des frontières très claires entre eux. Le TRPM8, il agit comme un mur, une barrière qui empêche le signal de chaleur d'envahir le territoire du frais. Et ça influence tout, de nos goûts alimentaires à notre façon de percevoir le monde.
C'est vraiment un principe fondamental de l'organisation de nos sens. Et comme le dit très bien le docteur Lemon, comprendre ces mécanismes de base, c'est essentiel. Chaque découverte de ce type, c'est une brique de plus qui va nous permettre de construire une compréhension beaucoup plus large du cerveau et de la conscience. Et ça nous laisse avec une dernière pensée. La prochaine fois que l'on sentira la fraîcheur d'une brise ou la chaleur d'une tasse de café, on pourra penser à ce balai incroyablement complexe de récepteurs et de neurones qui bossent en coulisses pour nous offrir non seulement une sensation, mais une distinction claire. Et ça mène une question. Combien de nos autres expériences, qui nous paraissent si simples, sont en réalité le fruit d'une orchestration aussi complexe et cachée ? Merci d'avoir suivi cette exploration.